Salut à tous et bienvenue sur notre page YouTube 29 minutes de scientisme. Mon nom est quoi Christophe et je vais vous présenter dans la première vidéo l'introduction à l'informatique. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'introduction à l'informatique? En fait, ici, nous allons parler de quelques concepts fondamentaux nécessaires pour toute personne voulant se lancer dans l'informatique et également, ce sont des bases solides à savoir pour ne pas avoir des problèmes plus tard lorsque nous parlerons des concepts plus sophistiqués. Alors, sans plus tarder, lançons-nous dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que l'informatique? En fait, nous devons tout d'abord savoir que l'informatique est une science qui nous permet de traiter les informations de manière automatique et rationnelle. Nous avons quelques mots-clés comme automatique, rationnel et information. En fait, automatique signifie juste que les informations sont traitées de manière autonome suivant un schéma prédéfini à l'avance. Ça signifie qu'on définit un schéma et à chaque fois les informations sont traitées suivant ce schéma sans forcément l'intervention d'un utilisateur. Ok, nous avons également rationnel. Que signifie rationnel? Rationnel signifie tout juste que les informations sont traitées suivant une certaine logique. Ça signifie que lorsque nous, nous abordons l'informatique, il ne s'agit pas de traiter les informations de manière aléatoire, mais suivant une certaine logique. En fait, pour faire simple, c'est l'ordinateur est juste une science qui nous permet de traiter les informations suivant un de manière autonome suivant un schéma prédéfini. Ce schéma qui est bien sûr un programme qui en présent qui est un ensemble d'instructions qu'on donne suivant un schéma ou bien suivant des instructions prédéfinies de manière logique à l'aide d'un outil appelé ordinateur. Ok, nous avons le dernier mot qui est ordinateur et qui fait l'objet de la définition d'en bas. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur? Un ordinateur en fait est un appareil électronique qui crée des informations dans une unité centrale selon un programme enregistré en mémoire. En fait, ici, nous voyons bien que l'ordinateur, pour traiter les informations, utilise ce qu'on appelle une unité centrale. Et ici, l'unité centrale est vraiment le cœur ou le cerveau de l'ordinateur, vu que c'est la partie qui nous permet de traiter les informations. Nous voyons un ordinateur est un appareil électronique, mais qui a un composant appelé unité centrale, et ce composant nous permet de traiter des informations suivant un programme enregistré en mémoire. Dans la définition plus basse, nous allons voir ce qu'on appelle par programme. En fait, le programme, c'est juste l'ensemble des instructions qu'on donne à l'ordinateur et traduit un langage de programmation que nous allons voir bien sûr des langages de programmation comme le C, le Java dans la suite de nos vidéos est capable de résoudre un problème donné. Donc en fait, le but de l'ordinateur, c'est de traiter les informations suivant un programme afin de résoudre un problème. C'est en fait ça le but d'un ordinateur. Nous avons des données que nous entrons à la machine, à l'ordinateur, et cet ordinateur, après avoir traité ces données ou informations dans l'unité centrale, nous donne un résultat suivant un programme, bien les instructions que nous avons données à la machine. Ok, passons dans la allons à la prochaine fenêtre. Ici, nous allons parler de l'historique de l'ordinateur ou de l'informatique en fait. Bon, c'est vrai ici, on s'est plus basé sur l'ordinateur. Je vais juste vous donner un bref résumé de tout ça parce que si nous voulons aller de fond en comble, nous allons pratiquement passer toute la vidéo à parler de l'historique parce qu'elle est tellement vaste. Mais ne vous inquiétez pas, dans le lien de la description de la vidéo, je vais laisser les preuves de telle sorte que vous pourriez avoir accès à cette épreuve et vraiment pour ceux à qui l'historique intéresse pourront regarder l'historique. Et je parle surtout à mes amis bacheliers ou ceux qui veulent composer le bac ou l'examen. On ne sait jamais
peut vous poser des questions de ça, donc je vais laisser le PDF dans le lien dans la description de la vidéo. En fait, quel est le but de l'ordinateur? En fait, l'ordinateur, l'homme, en fait, on dit souvent que les informations sont les paresseux, en fait, entre guillemets, bien sûr, parce qu'en fait, le but de l'informatique ou le but de l'ordinateur, c'est de rendre la vie de l'homme plus facile. En fait, l'informatique, elle a pour but de chercher à améliorer les conditions de vie de l'homme. Par exemple, dans le domaine du calcul, nous voulons limiter ça pour but de vraiment de limiter les erreurs et de pouvoir gagner en temps. Imaginez-vous, on vous demande d'additionner un, je ne sais pas, 5 par exemple, 100 fois, ça sera vraiment très très fastidieux pour voir. Alors qu'un ordinateur, pour lui, c'est très facile. Il fait en quelques millisecondes. Donc, nous voyons ici que nous avons des erreurs qui sont évitées parce qu'un ordinateur ne fait pas d'erreur. Il suit le programme que vous avez donné à la lettre. C'est pour cette raison que nous disons souvent que l'ordinateur est bête parce qu'il ne réfléchit pas de lui-même. Donc, pour l'instant, bien sûr, mais il suit un programme ou les inscriptions, ou en fait les instructions que vous avez prédéfinies à l'avance. Et ici, vous voyez, et il les exécute de manière assez rapide. Ok, l'historique, nous avons tout d'abord la première machine bon, là vous pouvez voir en premier lieu, on a eu des recours calculés, on a eu des recours à des doigts, après on utilisait des cailloux plus tard, après les jetons qui sont à l'origine des calculs écrits, ensuite, nous voyons que c'est William Stickard qui invente la première machine à calculer. Ensuite, nous avons en 1600, pardon, 42 Blaise Pascal qui invente la première machine arithmétique appelée la Pascaline. Nous avons ensuite Gautier qui permet, plus vu que la Pascaline effectue uniquement l'addition et la soustraction, nous avons Gottfried qui vient et qui ajoute à ça la multiplication et la division, ainsi de suite. Vous avez dit l'historique. Vous allez vraiment nous excuser, nous avons passé du temps pour dire, nous allons laisser le PDF dans la description de la vidéo comme je l'ai dit, et vous allez lire et suite. Nous allons sauter cette partie parce qu'elle est assez longue et demande assez de temps pour l'expliquer. Nous avons un ordinateur, comme nous avons vu tout à l'heure, qui est un appareil électronique permettant de traiter les informations dans l'unité centrale suivant un programme enregistré en mémoire. Ici, nous voyons qu'un ordinateur aussi peut être défini comme étant un ensemble de composants électroniques ayant des caractéristiques différentes. Parce qu'en fait, dans un ordinateur, nous avons plusieurs composants et chaque composant a un objectif spécifique et ces composants sont capables de faire fonctionner les programmes informatiques. Et ici, nous allons voir la liste de ces composants. Comme composants, nous avons l'unité centrale, nous avons un écran, nous avons le clavier, nous avons la souris. Bon, pour dire court, lorsque nous avons un ordinateur constitué d'un écran, d'une unité centrale et des périphériques. Les périphériques peuvent être une souris, un clavier, des enceintes, une imprimante, un scanner, etc. Donc là, vous avez une brève image des composants de l'unité. Ici, nous avons l'écran. Ici, nous avons une unité centrale. C'est vrai que là, c'est pour un desktop. Mais pour un laptop, l'écran et tous ces composants sont réunis en un seul élément pour la plupart du temps, qu'on appelle PC, Personal Computer. Mais là, nous avons plusieurs. Ici, sur cette image, nous avons fait un desktop. Ici, l'unité centrale est séparée de l'écran. Donc, nous avons l'unité centrale, nous avons l'écran, nous avons tous ces autres éléments que nous appelons périphériques. Ok, l'unité centrale, de quoi est composée l'unité centrale? Je vais juste vous donner les éléments, comment dire, les éléments vraiment importants de l'unité centrale, ou bien les grands éléments d'une unité centrale. Nous avons la boîte d'alimentation. À quoi sert la boîte d'alimentation? La boîte d'alimentation, comme son nom l'indique, permet d'alimenter chaque circuit de notre ordinateur en courant. Ça signifie que nous fournissons de l'énergie à chaque composant de l'unité centrale afin que ce composant puisse vraiment fonctionner de manière efficace.
Ensuite, nous avons la carte mère. La carte mère, c'est juste cette plaque-là sur laquelle est intégré plusieurs circuits comme les condensateurs et tout nécessaire au fonctionnement de l'ordinateur. Bon, dans la prochaine diapositive, dans les prochaines diapositives, nous allons vous montrer vraiment une image de qu'est-ce que de ces des images de chaque composant. Bon, pour la plupart des composants que nous sommes en train de citer ici, nous avons ensuite le microprocesseur. Le microprocesseur qui est la partie la plus, si je peux dire, la plus importante de l'unité centrale parce que c'est lui qui est chargé de coordonner toutes les activités dans l'unité centrale. C'est lui qui est chargé de calculer, d'effectuer tous les calculs numériques et les calculs logiques de l'unité centrale. Donc en fait c'est lui le boss, c'est un peu comme le président, il donne les ordres et c'est lui qui vraiment est le cerveau et qui permet de calculer d'effectuer des opérations arithmétiques et des opérations logiques à vos données lorsque vous les entrez en mémoire. Nous avons la mémoire morte ou Random Only Memory ou encore disque dur. Ici, c'est une mémoire qui nous permet de stocker nos informations de manière permanente. Bon, permanent, ça signifie par rapport à l'utilisateur parce que celui-ci pourrait supprimer ces informations lorsqu'il le veut, mais ces informations là tant qu'il le veut. Ensuite, nous avons la mémoire vive qui est la RAM, Random Access Memory. Ici, en fait, la RAM permet de stocker les informations de manière temporaire. Vu que la ROM est assez lente d'accès, a un temps d'accès vraiment très grand, la ROM, lui, la RAM, pardon, elle a un temps d'accès assez court et le processeur qui a besoin d'accéder aux données passe plutôt par la RAM, vu que la RAM a un temps d'accès court, c'est-à-dire qu'elle est assez rapide. Il passe par la RAM pour charger ces informations et travailler directement sur ces informations-là. Nous avons la carte graphique qui est chargée de l'affichage à l'écran des informations et tout. Nous avons la carte son qui est chargée de la gestion des sons aussi bien en entrée qu'à sortie. Ok, nous allons parler du disque du ROM, Random Only Memory. Cette partie qui était chargée de stocker les données dans notre ordinateur de manière permanente. Lorsque nous parlons de disques durs, nous avons trois types de disques durs. Nous avons les IDE qui sont les disques durs des anciens desktops et qui tendent dont nous avons des sociétés ont arrêté de la production. Ces disques durs étaient assez encombrants parce qu'ils utilisaient une nappe pour connecter le disque dur à la carte mère de l'ordinateur et c'était vraiment encombrant et également la vitesse de copie ou le temps d'accès était un peu plus lent par rapport aux autres types de disques durs que nous allons voir plus bas. Donc on a arrêté sa production depuis plus de 5 ans. Ok, nous avons le deuxième type de disque dur qui est SATA, qui est le disque dur que nous utilisons le plus sur nos laptops. Et ce disque dur SATA signifie Serial Advanced Technology Attachment et IDE signifie également Integrated Drive Electronics. Nous sommes au niveau du SATA. En fait, le SATA ici, on n'a plus besoin d'une nappe encombrante comme avec les IDE. Ici, on a la présence juste de deux connecteurs, un connecteur d'alimentation et un connecteur SATA. Et ici, l'avantage par rapport à l'IDE, c'est qu'elle a une durée de vie plus longue et elle est également aussi plus rapide que l'IDE. Et maintenant, en troisième type, nous avons le SSD. SSD ici, c'est Solid State Drive, qui est totalement différent des deux premiers car il incorpore à l'intérieur une mémoire flash et cette mémoire permet facilement de déplacer le disque dur de l'ordinateur sans risque de perte de données ou bien de dommages du disque dur. Et il faut également préciser que les SSD sont extrêmement rapides par rapport aux autres types de disques durs et sont les nouveaux types de disques durs qui sont en vogue et que d'ici quelques années auront remplacé également le SATA qui lui a remplacé l'IDE. Ok, nous allons passer à la RAM.
Ok, nous avons dit que le principal rôle de la RAM, Random Access Memory, est de stocker les données de façon temporaire pour que le processeur y accède de manière rapide. Comme je vous l'ai dit, le temps d'accès du processeur à la ROM est excessivement long et le processeur, vous savez, il effectue des opérations de millièmes de seconde, ce qui fait qu'il est assez rapide et ne pourrait pas attendre assez longtemps pour obtenir des informations. C'est pour cette raison que nous passons par la RAM. Mais le gros avantage de la RAM, on ne peut pas remplacer la RAM. La ROM par la RAM, c'est que la RAM a une mémoire de stockage assez limitée par rapport à la ROM. C'est pour cette raison que nous avons la ROM pour stocker nos données de manière permanente et la RAM pour stocker les données essentielles au fonctionnement de certaines applications afin que le processeur puisse accéder à ces informations de manière rapide. Ok, nous allons voir ici un schéma avec les différents composants de l'ordinateur de l'unité centrale que nous avons vu. Vous voyez, voici le boîtier de l'unité centrale. Bon, ça c'est des desktops bien sûr. Les laptops c'est pratiquement la même chose mais en miniature. Ici nous avons l'alimentation, comme je l'ai dit, qui permet de distribuer le courant électrique aux autres composants de l'unité centrale. Ici nous avons la carte graphique qui permet l'affichage vidéo à l'écran. Ici, nous avons l'affichage vidéo à l'écran, mais également des calculs 3D. Bien sûr, la carte graphique est très importante parce qu'il y a certains calculs et graphismes et tout. Là, c'est aussi quelque chose vraiment de très complexe. Et lorsque vous achetez une machine pour faire beaucoup de choses, il y a beaucoup d'applications qui nécessitent une grande capacité en carte graphique. Donc, c'est pas quelque chose à négliger. Nous avons les lecteurs de disquettes qui permettent juste de lire les CD, DVD ou Blu-ray. Ici, nous avons les RAM, les mémoires vives que nous venons de parler qui permettent de stocker des informations de manière temporaire. Ici, nous avons les RAM. Et parlant des RAM, je vais juste vous dire qu'il y a plusieurs types de RAM. Il y a DDR2, DDR3. À vous d'aller chercher en ligne. J'ai laissé exprès pour vous, pour que vous partiez chercher, pour que vous puissiez vraiment vous informer par rapport. Ici, nous avons la carte mère. La carte mère, vous voyez bien que c'est une plaque qui permet, sur laquelle est intégré plusieurs condensateurs, plusieurs choses qui permettent, plusieurs équipements, plusieurs composants qui permettent le bon fonctionnement de l'ordinateur. Nous avons certains emplacements qui nous permettent d'insérer les RAM. Nous avons certains ports. Nous avons plusieurs choses vraiment intégrées à la carte mère. D'où la carte mère est vraiment importante vu que même le processeur l'intègre à la carte mère. Tous les les composants de l'unité centrale, nous essayons de les intégrer à la carte mère pour que tous ensemble ils forment un bloc et communiquent ensemble. Ici nous avons le processeur. Le processeur c'est petit, c'est un petit élément mais extrêmement important à la machine parce que c'est lui le cerveau de l'ordinateur, c'est lui qui s'occupe de traiter les données, qui fait les calculs et il faut noter que le processeur est capable de créer de traiter des milliards d'informations à la seconde. C'est pour cette raison que je vous ai dit que le processeur ne peut pas attendre que ne peut pas accéder aux données directement via la ROM parce que la ROM a un temps assez long et ce monsieur qui est le processeur est extrêmement rapide, d'où la RAM et également les registres si vous voulez voir plus haut les registres etc. Nous verrons plus tard comment des informations, c'est ça. Nous allons juste voir quelques aspects parce que vraiment c'est assez complexe et ça demande un niveau d'étude. Mais bon, nous verrons et dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on parle de ça, si vous voulez qu'on parle vraiment de ces échanges d'informations entre eux. Les différents éléments de l'unité centrale. Ici, enfin, nous avons un disque dur comme nous avons vu, ou ROM, Random Only Memory, qui permet de stocker les fichiers dans notre machine de manière permanente. Ok, nous passons à la prochaine slide qui parle des différents ports de l'unité centrale. Ici, l'unité centrale a plusieurs ports. Nous avons tout d'abord l'interrupteur de courant qui est ici. Nous voyons que c'est en fait c'est comme un interrupteur. Nous pouvons
l'allumer pour permettre que le courant, lorsqu'il est branché, circule dans la machine, ou l'éteindre qui permet que même si nous avons branché une prise de courant, nous bloquons carrément l'accès du courant à l'ordinateur ou en fait à l'unité centrale. Ici, nous avons la prise de courant qui nous permet vraiment de relier une prise de courant à ce port afin de pouvoir envoyer le courant dans l'unité centrale. Et ce courant est contrôlé par l'interrupteur de courant. Nous pouvons activer pour permettre au courant de circuler ou bien euh, éteindre carrément permet de couper l'accès au courant même si la prise est branchée. Ici, nous avons les différents ports qui permettent de connecter notre ordinateur à des écrans. Ici, nous avons le port HDMI qui est utilisé le plus souvent pour connecter notre ordinateur à un écran de télé. Nous avons le port VGA qui permet de connecter notre écran, notre ordinateur à un moniteur et est plus utilisé pour les desktops. Ceux qui ont les desktops forcément connaissent ce port parce qu'il permet de connecter l'unité centrale à l'écran. Vu que pour les desktops, l'écran et le moniteur et l'unité centrale sont deux parties disjointes, ils ne sont pas collés, ils sont séparés. Mais pour les laptops, on en utilise vraiment moins. Nous avons l'écran DVI pour connecter ce port à des écrans DVI. Ici, juste en bas, nous avons ici une prise de réseau. La prise de réseau nous permet tout simplement de connecter notre ordinateur à un réseau filaire et vers Internet, par exemple. Nous pouvons piquer là notre, notre cordon réseau et nous connecter directement à un réseau Internet. Juste à côté, nous avons des ports USB qui nous permettent de connecter par exemple, nos clés USB et nos téléphones à notre ordinateur directement via ces ports. Ici, nous avons les ports de son qui permettent juste de permettre de connecter aux enceintes, par exemple, qui permettent de faire sortir le son ou bien coller un enregistreur qui permet d'entrer le son dans notre ordinateur. En fait, donc ces ports sont là pour gérer tout ce qu'il y a comme son dans l'ordinateur. Ici, nous avons une grille d'aération. Quel est le rôle de la grille d'aération? La grille d'aération permet d'évacuer l'air chaud de l'ordinateur vers l'extérieur. Et comment est-ce que cet air chaud permet qu'est-ce qui permet à cet air chaud de quitter l'intérieur vers l'extérieur? Il y a un ventilateur à l'intérieur de chaque machine. Nous avons incorporé, bon, les fabricants bien sûr, ont incorporé un ventilateur qui permet de prendre l'air chaud à l'intérieur de l'ordinateur et repousser cet air chaud à l'extérieur de l'ordinateur. Et ceci est dû via à notre ventilateur. En fait, lorsque les composants de l'unité centrale sont en marche, lorsqu'elles sont en marche, elles fonctionnent via le courant que nous avons laissé entrer pour que chaque composant puisse fonctionner. Lorsque ces composants-là fonctionnent, elles produisent de la chaleur. Et si cette chaleur n'est pas évacuée vers l'intérieur, cette chaleur peut bien évidemment endommager ses propres composants. Ce qui signifie, c'est pour cette raison que pour remédier à ce problème, nous avons installé un ventilateur qui nous permet d'évacuer l'air de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ici, je vais vous parler de quelques branches de l'informatique pour ceux qui veulent se lancer ou bien ceux comme mes amis bacheliers, vous voulez, après le bac, vous pouvez décider de faire dans l'informatique. Quels sont les domaines? Je vous assure, c'est vraiment un monde fantastique. Nous avons plusieurs domaines vraiment intéressants. Nous avons la conception logicielle. Ici, c'est une branche d'informatique qui est réservée à ceux-là qui veulent concevoir ces programmes intelligents ou ces inscrits qui produisent ces instructions qui sont là pour définir un ensemble d'instructions pour résoudre des tâches bien précises. Ici, c'est plus, comment on dit, on appelle ici dans le jargon un code. Nous tapons les listes, nous ancrons des codes et ces ensembles de codes permettent de donner des ordres à l'ordinateur afin de résoudre un problème donné. En fait, ça c'est la conception logicielle. Ici, nous avons les réseaux informatiques. Lorsque nous parlons de réseaux informatiques, nous parlons par exemple de comment un ordinateur peut communiquer avec un autre ordinateur
etc. Nous avons ensuite la troisième branche qui est l'infographie qui parle de tout ce qui est graphisme, tout ce qui est design, tout ce qui est graphisme. Ici, vous voyons pas les comme Photoshop, Adobe qui permet de réellement de qui interviennent vraiment dans l'infographie. Ensuite, nous avons la télécommunication qui permet vraiment à un utilisateur ici de communiquer par exemple un utilisateur, je sais pas trop, au Tchad ou bien en Chine et tout et tout. En fait, il y a une technologie derrière tout cela, même les appels mobiles. Tu es ici, tu peux appeler quelqu'un avec ton téléphone à quelqu'un qui a ça de l'autre côté du continent et tout et tout. Nous utilisons ici la télécommunication. Il y a une technologie derrière ça. Si tu es passionné, tu voudrais vraiment savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, tu peux te lancer dans ce domaine. Nous avons la sécurité qui est une branche fondamentale en informatique parce que vous savez de nos jours, il y a les hackers, des gens qui sont là pour voler vos informations afin d'assouver leurs égaux. Bon, ils ont plusieurs raisons. Certains c'est pour l'argent, d'autres c'est pour les revendications politiques, d'autres c'est juste pour montrer qu'ils sont performants. Donc il y a la sécurité qui est une branche de l'informatique qui permet réellement de pouvoir créer une application de telle sorte que de limiter réellement le piratage ou bien l'accès des personnes qui ne sont pas autorisées à vraiment entrer à utiliser l'application pour des fins qui ne sont pas vraiment bonnes. Donc la sécurité est une branche vraiment importante. Également, nous avons l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il faut bien voir la différence entre automatique et intelligence artificielle. Lorsqu'on parle de quelque chose d'automatique, c'est quelque chose que c'est un schéma qu'on a défini et que l'ordinateur répète ce même schéma sans besoin de l'intervention d'un humain. Mais lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il s'agit pour l'ordinateur de créer ce schéma, de créer ce pattern, comme on dit souvent en anglais, afin de pouvoir raisonner de lui-même. Ici, il s'agit de donner la capacité à l'ordinateur de penser de lui-même. C'est en fait ça qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et le dernier point, c'est le cloud computing. C'est quoi le cloud computing? Le cloud computing, si je prends un exemple tout court pour vous faire comprendre ce que c'est, j'ai par exemple un logiciel qui pèse 80 Go. Pour installer dans ma machine, il faut 80 Go sur ma ROM. Et ma ROM, je n'ai pas 80 Go. Je peux utiliser cette application par exemple en ligne comme si elle était installée sur ma machine. Elle n'est pas installée en ligne, mais cette application est installée quelque part sur un serveur extérieur. Je vais vous parler des serveurs lorsqu'on va pas aborder les réseaux. Une serveur, c'est juste une machine distante, par exemple. Donc, cet ordinateur, ce logiciel que je vais installer dans ma machine et qui pèse 80 Go, ma machine n'ayant que 20 Go d'espace, je peux utiliser ce logiciel de ma machine, mais sur une autre machine. C'est un peu ça qu'on appelle le cloud computing. Donc, avec le temps, ça sera plus clair. Bon, vous voyez, je vous ai présenté, il y en a plein d'autres, mais je vous ai présenté quelques branches qui sont les plus récurrentes et je vous conseille vraiment à vous lancer si vous êtes passionné de l'informatique. En fait, nous sommes arrivés à la fin de ce premier tuto. Arrivé à la fin, il était juste une question pour vous de donner une brève introduction à quelques notions. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur, qu'est-ce que c'est l'informatique, l'information, etc. C'était juste pour vous donner quelques bases. Ne soyez pas déçus à ceux qui ont vraiment déjà un bon niveau en informatique. J'espère que même ceux-là, certaines définitions, certains rappels, certaines choses vous ont aidé. Si ça vous a aidé, dites-le moi en commentaire pour que je sache vraiment si ça vous a plu. Et également ceux qui ont des suggestions à faire, vous pouvez les écrire en commentaire. Nous sommes libres, nous allons les répondre. Si vous avez des critiques constructives, nous vous attendons également en commentaire pour nous donner la possibilité de vous proposer un contenu que à la hauteur de vos attentes durant la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps de suivre cette vidéo et à la prochaine. Abonnez-vous, partagez à vos amis et tout et tout. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.